Il est 3h47 heure locale et quelque chose d'impossible se produit en Russie. Quatre objets filment vers Moscou à 380 km/h, totalement invisibles pour le réseau de défense aérienne le plus sophistiqué au monde. Ils ne devraient pas exister. L'opérateur radar S-400, près de raison, fixait son écran observant ce qui ressemblait à une volée d'oiseaux. Sauf que les oiseaux ne volent pas en formation parfaite. Et les oiseaux ne foncent certainement pas directement vers la plus grande raffinerie de pétrole de Russie. À exactement 52 km de la cible, à 27 km de la batterie S-400, le Beaver de tête grimpa brusquement à 800 mètres. Le missile aurait besoin de 27 secondes pour les atteindre. Mais à pleine puissance d'urgence, les drones pouvaient atteindre la zone morte de 2 km en 41 secondes. Cela laissait au commandant de la batterie seulement 14 secondes pour décider s'il s'agissait de menaces réelles ou de leurres. Son raisonnement était à peu près le suivant: chaque missile coûte 2 millions de dollars. 10 secondes, mais la vitesse de rapprochement était réelle 7 secondes. Sa formation lui ordonnait d'attendre une identification positive 5 secondes. Mais si c'était réel, il tira. Deux intercepteurs 48-6 DM jaillirent de leur tube, accélérant à Mach 6 en 3 secondes. Mais observez ce que font les drones. Ils plongèrent immédiatement à Anderson, disparaissant sous l'horizon radar. Voici le problème: ces missiles utilisent un guidage radar semi-actif. Ils n'ont pas leur propre radar. Ils ont besoin que la station au sol illumine continuellement la cible avec de l'énergie radar. Sans cette illumination, ils sont aveugles. Le commandant ne pouvait qu'observer son écran avec horreur. Ces missiles tentaient de prédire où les cibles étaient allées, mais leurs ordinateurs embarqués n'avaient que la dernière position connue. Ils explosèrent à 80 mètres au-dessus de l'endroit où les drones se trouvaient. Assez près pour que les ogives à fragmentation de 180 kg projettent 24 000 fragments d'acier dans le vide. Pas assez près pour avoir un impact. Maintenant, la dernière ligne de défense de la raffinerie, deux batteries Panzer S1, avaient exactement 17 secondes pour acquérir et engager. Mais le radar NIR-S-21E des Panzer fonctionne sur les bandes UHF et EHF et est optimisé pour des cibles plus grandes. Contre des drones de 0 Underhandman à 8 km, le retour de signal était à peine au-dessus du bruit de fond. 12 secondes. Les opérateurs voyaient des contacts intermittents apparaître et disparaître. 8 secondes. Ils tentaient de faire pivoter leur canon 2A38M, mais le système hydraulique de rotation prend 3 ou 2 secondes pour un tour de 180 degrés. 4 secondes. À ce moment-là, le Beaver de tête avait déjà identifié sa cible. L'ogive frappa à 3h52 et 17 secondes, mais ce n'était que la première frappe. Trois autres Beavers touchèrent trois autres cibles en séquence. La cascade consuma 140 000 tonnes de pétrole. En 90 secondes, toute la section ouest était un brasier atteignant 1200 d'octane. Cela brûlerait pendant 72 heures. L'approvisionnement en carburant de Moscou venait d'être réduit de 40%, et ce n'était que le début. À 460 de là, 12 autres drones approchaient de leur cible. Cette fois, les Russes pensaient être prêts. Ils ne l'étaient pas. Alors que les drones frappaient encore la cible précédente, les batteries Panzer S1 de la raffinerie noble Kivist suivaient la menace entrante depuis 11 minutes. Trois batteries disposées en formation triangulaire avec des chambres de tir se chevauchant. Chaque radar 1RS-21 visible ici pouvait suivre 20 cibles et en engager 4 simultanément à une portée allant jusqu'à 20 km. Les commandants des batteries avaient étudié les tactiques ukrainiennes. Ces drones n'atteindraient jamais leur cible. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. À 4h03, quelque chose d'étrange se produisit. 4 des 12 drones grimpèrent soudainement à 500 mètres, s'exposant complètement. Puis, le système de classification radar émit une alerte prioritaire qui changea tout. Les signatures de retour radar s'étaient transformées. Le rapport d'aspect sur la vitesse et la réponse en fréquence radar correspondaient désormais à des missiles de croisière KH-1. Voici ce qui se passait vraiment: les drones en ascension avaient déployé des réflecteurs d'angle des pièces triangulaires en aluminium qui créent ce qu'on appelle une rétroréflexion. Lorsque le radar les touche, le signal rebondit à exactement 180 degrés avec une amplification. Un réflecteur de 10 cm peut créer le même retour radar qu'un objet de 10 mètres. L'ordinateur des Panzer voyait des missiles de croisière parce que c'est exactement ce que les réflecteurs étaient conçus pour imiter. Le commandant de la batterie de tête avait 2 secondes pour décider.
Son protocole d'engagement était clair, les missiles de croisière sont toujours des cibles prioritaires. Sa formation prit le dessus. 8 missiles 57E6 furent lancés en 12 secondes, chacun accélérant à 300 mph. Les missiles utilisaient un guidage par commande pour les 18 premiers kilomètres, puis passaient en guidage semi-actif. Mais quelque chose n'allait pas. Ces missiles de croisière effectuaient des virages à 9G. Impossible pour un KH-101 qui se disloque à 3G. Ils se multipliaient. 4 devinrent 8. 8 devinrent 16. Observez ce qui se passe vraiment ici. Chaque drone larguait des réflecteurs à intervalles de 2 secondes. Le radar voyait de nouvelles cibles apparaître, tandis que les anciennes descendaient lentement. 3 millions de dollars de missiles poursuivaient du papier aluminium, coûtant moins cher qu'un café matinal. Mais où étaient les 8 autres drones? La réponse vint du pire cauchemar du commandant derrière lui. Pendant que tout le monde regardait, les feux d'artifice à 1500 mètres, 8 UG-22 avaient approché depuis la direction opposée à seulement 50 mètres d'altitude. Le point faible fatal des Panzer, leur radar à réseau phasé est fixe. Il peut orienter électroniquement le faisceau de 45 degrés à gauche ou à droite, mais pour regarder derrière, il faut physiquement faire pivoter la tourelle de 3000 kg. Cela prend 4 à 7 secondes. Le commandant crie à l'ordre « Pivotez maintenant, trop tard ». Les drones étaient à moins de 1 minute d'eau. Les missiles 57E6 ont besoin de 1,5 secondes pour armer leurs fusées de proximité après le lancement. À cette portée, ils impacteraient avant de s'armer. Seuls les canons jumelés de 30 mm restaient. Les canons 2 à 38M ouvrirent le feu. Chaque canon tirait 2500 coups par minute. L'ordinateur calcula l'angle d'avance. À 200 km/h, en traversée perpendiculaire, cela représente 21,5. Mais les UG-22 étaient programmés pour ce scénario précis. Toutes les 2 secondes, ils exécutaient ce qu'on appelle une variation d'altitude dynamique, des changements aléatoires entre 40 et 80 mètres à l'aide d'altimètres barométriques. L'ordinateur de contrôle de tir des Panzer utilise un ciblage prédictif calculant où la cible sera dans 0,8 secondes lorsque les projectiles arriveront. Mais avec des changements d'altitude aléatoires, la prédiction devient une probabilité. La probabilité de succès passa de 83% à 31%. Un drone vola directement dans le flux de canon et se désintégra à 300 mètres de l'impact, mais 7 passèrent. 3 d'entre eux trouvèrent la cible, et c'est alors que le troisième groupe frappa. Les 3 batteries Panzer étaient en train de recharger. Les missiles 57E6 sont stockés dans des tubes sous la tourelle. Le chargeur automatique extrait les tubes usagés, insère de nouveaux missiles et les met en position de lancement. Cela prend 90 secondes. 90 secondes de vulnérabilité totale. La raffinerie subit 3 impacts directs supplémentaires. Les planificateurs ukrainiens avaient calculé chaque seconde, sachant exactement quand les Russes seraient sans défense. Mais à la cible suivante, la Russie venait de déplacer quelque chose que les Ukrainiens n'avaient pas anticipé. À 4h18, UG-26 Beaver approchant de Voness devinrent soudainement aveugles. Les signaux GPS disparurent. Les communications étaient mortes. Les écrans de navigation n'affichaient que du bruit. Un véhicule de guerre électronique Krosuka 4 venait d'être activé. Et ce n'était pas un brouillage ordinaire. Le Krosuka 4 inonde le spectre électromagnétique de 0,1 à 18 GHz avec 500 watts de puissance dirigée. Pour comprendre, pensez aux signaux GPS, ils transmettent à 0,25 watts depuis des satellites à 20 000 km. Le brouillage de Krosuka est littéralement 5 quadrillions de fois plus puissant que le signal GPS. C'est comme essayer d'entendre un murmure à l'intérieur d'un moteur de jet. Les drones passèrent automatiquement à la navigation inertielle à l'aide de leur gyroscope. Mais ces gyroscopes dérivent de 10 degrés après un vol de 391 km pendant 68 minutes. L'erreur accumulée signifiait qu'ils pouvaient manquer leur cible de 200 mètres et manquer signifiait un échec total. Le drone était maintenant en mode crise totale. À 95 degrés C, le processeur commença à réduire sa fréquence pour éviter les dommages, mais un traitement plus lent signifiait moins de correspondance de motifs par seconde. Le drone entama une réduction de charge d'urgence feu de navigation éteint, économisant 2 watts. Émetteur de télémétrie éteint, économisant 5 watts. Récepteur d'alerte radar éteint, économisant 3 watts. Chaque watt économisé signifiait 0,5 degrés C de moins. Chaque degré signifiait un traitement
100 MHz plus rapide. 30 secondes avant l'impact. Toujours aucune correspondance. L'algorithme échouait. 20 secondes processeur à 98 degrés. 10 secondes arrêt thermique imminent. 8 secondes, le motif se verrouilla. Pas sur les réservoirs eux-mêmes, ces ombres étaient inutiles. Mais 3 réservoirs formaient une relation géométrique unique. L'intersection de leurs ombres formait un triangle avec des angles spécifiques. Cela n'avait pas changé. Le réservoir 7 fut identifié avec 4 mètres de marge, mais la solution était piégée dans l'ordinateur d'un seul drone. Le brouillage de Krosuka rendait la communication impossible. À moins que le beaver de tête ne tente quelque chose de désespéré, un saut de fréquence à spectre étalé, transmettant sur 1000 fréquences différentes par seconde, dans un motif pseudo-aléatoire. Le Krosuka ne peut pas brouiller toutes les fréquences simultanément avec la même puissance. Sur le canal 847, pendant une microseconde, il y avait une brèche. Le drone transmit 128 octets, juste les coordonnées GPS et le timing de l'impact. Les 5 autres drones reçurent le fragment via un filtrage par correspondance et ajustèrent leur trajectoire. Le réservoir 7 fut touché à 4h20. L'ogive frappa exactement là où l'acier rencontre le béton, le point le plus faible en raison de l'expansion thermique différentielle. Le lac de carburant s'enflamma. L'équipage du Pursuit Quad observa le mur de feu avançant à 30 MHz. Ils abandonnèrent leur véhicule de 20 millions de dollars et s'enfuirent. Alors que le brouillage s'atténuait, 8 autres drones apparurent sur les écrans radars. Ils se dirigeaient vers la cible militaire la plus lourdement défendue de Russie. Les Russes allaient apprendre que l'impossible était juste un défi accepté pour les Ukrainiens. L'aérodrome militaire de Primorsko-Oktar était une forteresse. 4 véhicules de défense aérienne Tour M2 disposés en formation de diamant parfaite avec un espacement de 5 km. Chaque section offrait une couverture superposée sans lacune. 2 chasseurs Su-35 tournaient au-dessus à 8000 milles. Tous les radars étaient actifs, recherche suivi et contrôle de tir. Le commandant de la barre Oz avait étudié chaque attaque ukrainienne, positionnant ses défenses à l'aide d'une modélisation informatique. 8 drones contre cela signifiait un abattage garanti. Mais les Ukrainiennes savaient quelque chose que les Russes ignoraient. Observez ce que font les 8 UG-22. Ils ne volent pas droit. Ce motif en serpent techniquement appelé variation de trajectoire sinusoïdale gaspille du carburant. Cela ajoute 8% à la distance de vol brûlant 4-3 litres supplémentaires dans une mission à sens unique où chaque goutte compte. Pourquoi? Parce que le Tour M2 utilise un guidage par commande avec des points d'interception prédits. Chaque virage force un recalcul. L'ordinateur de contrôle de tir modélise le mouvement de la cible à l'aide d'un filtrage commun, mais les filtres communs supposent un comportement cohérent. Les virages aléatoires introduisent ce qu'on appelle un bruit de processus. Les petites erreurs s'accumulent. Au lancement du missile, l'erreur accumulée pouvait atteindre 50 000. À 4h32 précisément, les 4 systèmes Tour M2 tirèrent simultanément. 16 missiles 9M38 accélérèrent à Mach 2.5 à l'aide de moteurs fusées à propergol solides produisant 4000 kg de poussée. Les missiles utilisaient un guidage en 3 étapes inertielles pendant les 2 premières secondes de guidage par commande jusqu'à 2 km de la cible, puis radar actif pour le guidage terminal. Leur trajectoire formait ce qu'on appelle une boîte d'engagement cinématique. Aucune évasion possible. 10 secondes avant l'impact. Les missiles se rapprochaient à 850 000. 9 secondes, guidage terminal activé. 8 secondes, les chercheurs acquirent leur cible. Puis l'impossible se produisit. Les UG-22 montèrent à la verticale. Pas une montée douce, mais une montée à 6G qui les fit passer de 180 000, soit même 200 en 4 secondes. Les missiles tentèrent de suivre, mais n'y parvinrent pas. Le 9M38 utilise un contrôle aérodynamique avec 4 canards. À l'angle de montée requis 76 degrés, les canards décrochent. Le décrochage signifie que le flux d'air se détache de la surface de contrôle. Pas de flux d'air, pas de contrôle. Le contrôle vectoriel de la poussée du missile ne pouvait compenser que 12 degrés. Ils passèrent inoffensivement en dessous sauf un. Sa fusée de proximité détecta une signature infrarouge au-dessus. L'échappement à 180 degrés des drones à 400 degrés. L'ogive explosa, projetant 3500 cubes de tungstène dans un motif dirigé. Le drone devint des confettis. Mais cette interception spectaculaire servit un objectif.
Tous les yeux, tous les radars, toutes les armes regardaient vers le haut. Personne ne vit ce qui approchait depuis la mer. 4 UGA-26 Beaver traversèrent la plage 15 secondes cluster après avoir volé 700 km au-dessus de la mer d'Azov à seulement 5 mètres d'altitude. Pendant 2 heures, ils avaient utilisé des altimètres radars pour maintenir leur hauteur au-dessus des vagues. Les altimètres fonctionnent en chronométrant des impulsions radio, mais l'eau de mer réfléchit différemment de la Terre. Ils devaient constamment se recalibrer, mais la route océanique signifiait une couverture radar nulle. Les radars basés au sol ne peuvent pas voir au-delà de l'horizon, et l'horizon à 5 mètres est seulement à 8 km. Les hangars de stockage de Shahed étaient complètement sans défense. À l'intérieur du hangar 230 drones, Shahed 136 étaient dans des berceaux de maintenance. Chaque Shahed portait une ogive avec 40 litres d'explosifs C4 RDX avec plastifiant. Chacun avait 50 ailes de carburant. Faites le calcul 200 kg d'explosifs plus 500 ailes de carburant dans un espace de 40 mètres carrés. Cela représente 30 grammes d'explosifs par M2, 10 fois la norme de l'OTAN pour le stockage de munitions. Le premier Beaver frappa le toit du hangar 2. Le hangar n'explosa pas, il décolla. Il atteignit 50 cm d'altitude avant que la gravité ne le reprenne. Le hangar 3 suivit 3 secondes plus tard. Le hangar 4 suivit. En 45 secondes, plus de 200 Shahed valant 6 millions de dollars furent vaporisés. Le commandant de la base ordonna un décollage d'urgence, mais la piste était obscurcie par la fumée des flammes des drones incendiés. Visibilité 150 mètres, minimum pour le décollage d'un Su-35 200 mètres. Pour Oktar, la principale base de Shahed de Russie fut éliminée, et le coup le plus audacieux était encore à venir. Mais cette fois, les drones allaient affronter quelque chose qu'ils ne pouvaient pas déjouer. À 4h44, 2 UG-26 Beavers modifiés atteignirent Penza à 630 km à l'intérieur du territoire russe. Cela aurait dû être impossible. La portée standard d'un Beaver est de 350 km, mais ceci n'était pas standard. La modification était ingénieuse des réservoirs de carburant auxiliaires dans la baie de l'ogive. Ils avaient sacrifié 5 kg d'explosifs, réduisant l'ogive de 20 à 15 kg, mais gagné 12 ailes de carburant. Cela étendait la portée à 904 km avec 30 minutes de réserve. À leur insu, un Su-35 les traquait depuis 20 minutes. Le pilote suivait de près. Son radar était en mode faisceau étroit balayage de 10 de rayon à 20 kW de puissance. Cela créait ce qu'on appelle un produit d'ouverture de puissance concentrant l'énergie pour une portée de détection maximale contre des drones de 0 et Medeka. Il obtint un suivi solide à 43 mètres. Les Beavers n'avaient rien, pas de leurre, pas de fusée éclairante, pas de brouillard. Cela ne leur laissait qu'une option. Le pilote sélectionna 2 missiles R-77 et tira. Ces missiles ne sont pas ordinaires. Ils utilisent un guidage radar actif avec leur propre chercheur Argus 9B2. Une fois lancés, ils sont complètement autonomes. Le pilote tira à 18 km et exécuta immédiatement un virage de 182. Son travail était terminé. Maintenant, c'était au tour des missiles. Les R-77 accélérèrent en Mach 4 à l'aide de moteurs fusées à propergol solide. Ils couvriraient 18 km en 13,2 secondes. À 12 km, les chercheurs passèrent en mode actif. Chaque chercheur pouvait suivre des cibles effectuant jusqu'à 12 G. Les drones pouvaient en gérer 6 G maximum, mais ils pouvaient faire quelque chose que le missile ne pouvait pas. Des tonneaux tout en variant l'altitude entre 150 mètres. L'idée était de créer une vélocité angulaire dépassant la réponse de contrôle du missile. Le système de contrôle du R-77 se met à jour 100 fois par seconde. Les drones changeaient de direction à 150 degrés par seconde. Cela créait ce qu'on appelle un verrouillage de cardan. Le chercheur ne pouvait physiquement pas pivoter assez vite pour maintenir le verrouillage. La fusée de proximité du premier R-77 se déclencha à 80 mètres. Des centaines de billes de tungstène de 8 mm voyageant à 21 mm, ils perforèrent le fuselage du Beaver. Les surfaces de contrôle se bloquèrent à des angles aléatoires. La moitié de l'empennage vertical était partie, mais le moteur continuait de fonctionner. Le second missile ne manqua pas. Un impact direct transforma un Beaver en confetti d'aluminium, mais son ailière endommagée vacilla. L'ordinateur de vol calcula l'impact dans 40 secondes. La trajectoire actuelle manquerait le bâtiment 3 de 40 mm, à moins que quelque chose ne change maintenant.
3 secondes finales. Poussée maximale 30 mètres de la cible. 20 mètres de mètre. Impact à 4h46. Le Beaver s'écrasa à travers le toit à 65-13 000 Dans des circonstances normales, 15 kg d'explosifs ne détruiraient pas un bâtiment industriel. Mais la fabrication de semi-conducteurs est différente. Les filtres à air de la salle blanche, conçus pour des particules de 0,3 microns, furent instantanément submergés par des millions de fragments de béton et de métal. Le système de lithographie par faisceau d'électrons 47 millions de dollars 18 mois pour l'installation et le calibrage fut détruit. L'équipement d'implantation ionique fut vaporisé. 6 mois d'inventaire de processeurs militaires devinrent de la poussière de silicium. La production de puces militaires russes fut paralysée pendant au moins 6 mois. Dans les 6 heures, la Russie entamerait le plus grand redéploiement de défense aérienne de la guerre. Chaque système protégeant les raffineries signifiait des lacunes dans la couverture du champ de bataille. Chaque lacune signifiait que les HIMARS ukrainiens opéreraient librement. L'Ukraine avait dépensé 412 000 $ en drones pour infliger des dizaines de millions de dollars de dommages. Mais la véritable victoire n'était pas monétaire, elle était psychologique. Si des drones ukrainiens pouvaient atteindre Penza à 630 km de la frontière, ils pouvaient atteindre n'importe où, à bientôt. Tôt. Tôt.